Toute grande idée, tout projet qui pourrait changer la donne, se heurte un jour ou l'autre au même mur. Un mur énorme. L'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, comment font les entreprises pour transformer une vision en réalité? D'où viennent les fonds? Allez, on va droit au but. Imaginons, une entreprise a une idée absolument brillante, un truc qui pourrait tout changer sur son marché. Génial. Mais comment on passe de cette idée, peut-être griffonnée sur un coin de table, à un vrai produit, une usine, une équipe? D'où vient ce carburant financier? C'est la question qui va nous guider. Avant même de penser à chercher de l'argent, il faut bien comprendre que le financement, ce n'est pas juste une simple transaction. C'est un vrai défi stratégique. Tout doit partir d'une base hyper solide. On ne débarque pas en demandant de l'argent au hasard, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise sérieuse doit d'abord s'assurer que son projet colle à sa stratégie globale. Ensuite, elle doit chiffrer très précisément ce que ça va coûter. Et surtout, évaluer si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que ce sera rentable? C'est seulement après tout ce travail de fond que la chasse au financement peut vraiment commencer. Assez logiquement, la première porte à laquelle une entreprise va frapper, c'est la sienne. Utiliser ses propres ressources, c'est la solution qui offre le plus de contrôle, le plus d'indépendance. Voyons un peu comment ça se passe. Le concept le plus direct, le plus simple, c'est l'autofinancement. En gros, l'idée, c'est d'utiliser l'argent que l'entreprise a déjà gagné grâce à son activité pour payer ses nouveaux projets. C'est la capacité de l'entreprise à grandir toute seule avec ses propres forces. Un bon exemple, c'est L'Oréal. Grâce à ses profits réguliers et importants, l'entreprise peut financer énormément de projets en interne. L'avantage est énorme, une indépendance totale. Pas de banquier qui vous appelle, pas de nouveaux actionnaires à qui il faut céder du pouvoir. Mais il y a un mais. Cette sécurité, elle a un prix. Une croissance qui peut être plus lente parce qu'elle est limitée à ce que l'entreprise génère elle-même. Quand l'autofinancement ne suffit plus, il y a une autre option en interne, l'augmentation de capital. L'idée, c'est de créer de nouvelles actions et de les vendre pour faire rentrer de l'argent frais. Cet argent vient directement renforcer les fonds propres de l'entreprise. C'est un peu comme inviter de nouveaux partenaires dans l'aventure. Et pour un exemple qui claque, il suffit de penser à Tesla. Pour financer le développement ultra coûteux de ses usines et de sa fameuse technologie de conduite autonome, l'entreprise a fait plusieurs augmentations de capital gigantesques. C'est typiquement le genre de pari technologique qui serait presque impossible à financer juste avec les profits de l'année. Et ça nous amène à un dilemme fondamental, le contrôle contre la croissance. D'un côté, en se finançant seule, l'entreprise reste seule maître à bord, mais elle risque de se faire dépasser. De l'autre, en ouvrant son capital, elle se donne les moyens de ses ambitions, mais elle doit partager le gâteau et le pouvoir. C'est un choix stratégique absolument majeur. Bon, et si les ressources internes sont à sec ou tout simplement insuffisantes? Il est temps de regarder dehors. Et c'est là qu'entrent en jeu les financements externes. Ça ouvre de toutes nouvelles portes, mais ça amène aussi de nouveaux risques. Le grand classique, évidemment, c'est l'emprunt bancaire. Une banque prête une somme d'argent et l'entreprise s'engage à la rembourser sur une durée définie en ajoutant des intérêts. Le contrat est clair, on reçoit du capital et en échange, ça a un coût, qui est le taux d'intérêt. Alors, ce qui est vraiment puissant avec la dette, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Imaginez, si le projet que vous financez rapporte 10% par an et que votre prêt vous coûte seulement 4% d'intérêt, vous gagnez de l'argent avec l'argent de la banque. C'est une stratégie qui peut booster de manière spectaculaire la rentabilité pour les actionnaires. Mais attention, un prêt ne se rembourse pas toujours de la même façon. On a globalement 3 grandes options. La première, l'amortissement constant. Les mensualités sont plus élevées au début et diminuent avec le temps. Au final, c'est l'option la moins chère. Ensuite, les annuités constantes, le modèle le plus courant, comme pour un prêt immobilier. On paye la même somme tous les mois. Et enfin, le remboursement in fine. Là, on paye que les intérêts pendant toute la durée et on rembourse tout le capital d'un seul coup à la fin. C'est le plus cher, mais ça donne plus d'air à la trésorerie au jour le jour. Et ce graphique, il est très parlant. Pour un même prêt de 20 000 €, on voit que la facture totale peut vraiment changer. Le choix du remboursement a donc un impact direct et important. Souvent, le moins cher est aussi le plus exigeant pour la trésorerie au début. Maintenant, pour les très grandes entreprises, il y a une autre manière d'emprunter qui permet de court-circuiter les banques, c'est l'émission obligataire. L'idée, c'est de découper une dette énorme en plein de petits morceaux, qu'on appelle des obligations, et de les vendre directement à une foule d'investisseurs sur les marchés financiers. L'exemple parfait pour ça, c'est Apple. L'entreprise émet régulièrement des milliards de dollars d'obligations. Pourquoi ils font ça? Parce que leur réputation est tellement solide qu'ils peuvent emprunter à des taux d'intérêt ridiculement bas, bien plus bas que ceux des banques. C'est un outil surpuissant, mais attention, il est vraiment réservé à la crème de la crème, aux entreprises les plus crédibles du marché. Ok,
On a vu les méthodes traditionnelles. Mais le monde de la finance, il bouge tout le temps. Et à côté des banques et des marchés classiques, de nouveaux outils sont apparus, souvent grâce au numérique. Le plus connu de ces nouveaux outils, c'est bien sûr le crowdfunding ou financement participatif. Le principe est hyper simple. Au lieu de demander 1 million à une seule banque, on va demander 10 € à 100 000 personnes via des plateformes en ligne que tout le monde connaît, comme Kickstarter ou Ulule. Mais le truc génial avec le crowdfunding, c'est que ça va bien au-delà de l'argent. C'est avant tout un test de marché en conditions réelles. Est-ce que mon idée plaît vraiment ? L'exemple de la montre connectée Pebble est resté dans les annales. En levant des millions, ils n'ont pas seulement financé leur production. Ils ont surtout prouvé qu'il y avait une énorme demande. Et ils ont créé une communauté de fans avant même d'avoir vendu un seul produit en magasin. Alors, on entend souvent ces deux termes un peu partout, private equity et capital risk. On a tendance à les confondre. En fait, c'est assez simple. Le capital risk ou venture capital, c'est juste une branche très spécialisée du private equity. Son job, c'est de financer les jeunes startups très innovantes avec un potentiel de croissance énorme. Celles qui pourraient devenir les futures licornes, comme Blablacar à ses débuts. Le deal, il est simple, mais il est lourd de conséquences. Ces fonds d'investissement apportent des millions, bien sûr, mais aussi un carnet d'adresses incroyable et une vraie expertise pour aider l'entreprise à grandir. En échange de tout ça, ils prennent une part importante du capital et donc une part du contrôle de l'entreprise. C'est un vrai partenariat, très intense, qui vise une croissance explosive. Bon, on a fait le tour de pas mal d'options. Et ce qu'on comprend à la fin de tout ça, c'est que la décision de financement, ce n'est vraiment pas qu'une question de chiffres dans un tableur. C'est un choix fondamental qui va dessiner l'avenir et l'identité même de l'entreprise. En fait, on peut presque raconter la vie d'une entreprise à travers ses financements. Au tout début, peut-être un prêt personnel du fondateur pour garder 100% du contrôle. Puis une dette bancaire pour financer la première croissance. Pour vraiment passer à la vitesse supérieure, le capital risque devient une option, mais ça implique de partager le pouvoir. Et enfin, une fois l'entreprise bien installée, l'émission obligataire permet de lever des fonds massifs sans trop diluer le capital. Chaque étape correspond vraiment à une ambition différente. Au fond, la structure financière d'une entreprise, c'est bien plus que des chiffres. C'est son ADN. Ça nous dit tout sur son appétit pour le risque, sur sa vision de la croissance, sur son rapport au pouvoir. Alors la prochaine fois qu'on regarde un bilan, il ne faut pas juste y voir des chiffres, il faut se poser la question: quelle histoire cette entreprise est-elle en train de nous raconter ? Quelle est sa véritable ambition ?